on peut, comme dans toutes les villes médiévales, on peut se représenter euh, la vie des Juifs dans les rues du centre-ville, par exemple dans la rue des Filatiers, des choses comme ça, dans le quartier des Carmes. Mais on ne peut pas voir vraiment la Toulouse juive parce qu'il n'y a plus de bâtiments. Alors, elle a été effacée peut-être beaucoup plus de la mémoire que des bâtiments si on compare à d'autres villes. Il n'y a pas eu d'arrasement comme à Perpignan ou à Puigcerdá, mais les maisons ont été vendues. Les biens ont été vendus. Mais finalement, équipés d'un petit guide, je pense qu'on peut se promener en ayant assez d'imagination dans la Toulouse du XIVe siècle, en imaginant le parcours de certains juifs qu'on connaît bien, par exemple. Par exemple, on peut suivre Baruch si quelqu'un ou un touriste a envie de faire le parcours de Baruch dans les années 1320, hein, et on peut le faire. Alors, j'ai envie justement de te le demander. Quels sont les lieux emblématiques qui permettent encore aujourd'hui de comprendre la présence juive dans ces siècles-là? Et pourquoi pas emprunter le chemin de vie de Baruch, oui. Alors, euh, en fait, les lieux qui subsistent, ce sont des maisons dont la base est médiévale et qui ressemblent évidemment comme de gouttes d'eau aux maisons des Juifs. Après, on ne saura pas si c'est exactement comme ça qu'est la maison du Juif Bon-Massip ou Baruch, mais bon, on peut quand même estimer que sa maison était de ressembler à la maison de notre marchand, puisqu'on a quand même des descriptions. Par exemple, il a un studio, il a une entrée avec une salle. Donc, comme tous les marchands, tu sais que tu vas rentrer dans une espèce de couloir où il y a souvent un petit peu de tout. Et puis ensuite, dans une salle où on aura placé, quand on est un marchand important, tous les éléments les plus beaux de vaisselle, des choses comme ça. Mais ensuite, surtout, on sait que les juifs les plus lettrés, ceux qu'on connaît, ont un studium, c'est-à-dire une espèce de petit bureau où il a son écritoire et où il réfléchit, où il travaille, et où, par exemple, pour le cas de Baruch, puisqu'on a le récit de sa vie, on va le chercher en lui disant, il y a une émeute, viens vite, ça va très mal, et finalement il se fait arrêter et convertir à Saint-Étienne. Donc ça, c'est un premier élément, l'endroit où ils vivent. Et comme on a les comptabilités royales, mais du temps des expulsions et de l'émeute des Pastoureaux, donc entre 1306 et les années 1330, on va dire, on peut quand même repérer des endroits où étaient les maisons juives. Donc ça, c'est un premier point. Il faut un peu d'imagination quand même. Mais ensuite, comme les Juifs sont inscrits dans la cité topographiquement, c'est vrai qu'on peut, alors, on ne peut pas vraiment voir ni la synagogue, enfin, ou les synagogues. On parle de celle de la rue Jusqu'Aigle, mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y en avait pas d'autres, hein? Ailleurs, il y en avait d'autres. Et puis, une synagogue, il peut y en avoir deux ou trois dans d'autres endroits. Ça peut être, non pas un oratoire privé, mais enfin, ça peut l'être, mais ça peut être une petite synagogue qui finalement rassemble un groupe, et puis un autre groupe va à une autre synagogue. Bon, ça, on sait que ça existe ailleurs, mais à Toulouse, on ne le sait pas. Les cimetières, on peut les repérer, mais ils n'ont pas été fouillés. Donc, admettons que près de la porte du château Narbonnais, on est là aussi, il faut beaucoup d'imagination. On se dit, voilà, on est sur le lieu du cimetière, mais ça, j'ai envie de dire, excepté si on va en, près de Bayonne, euh, à la Bastide-Clérance ou dans les autres villes où on a des cimetières du XVIIe et XVIIIe siècle, on ne peut pas avoir un cimetière juif, bon, même s'il y a eu des fouilles dans le Massif central. Euh, Par contre, comme les Juifs sont inscrits dans la cité politiquement, qui vivent avec les autres, eh bien, et donc si on suit Baruch par exemple, on voit qu'il a des relations au Capitole. Alors évidemment, c'est pas le Capitole d'aujourd'hui, mais quand même, c'est l'endroit.
Euh, Qu'ensuite, il suit les rues entre le Capitole et le quartier des Carmes et également la cathédrale Saint-Étienne. Donc, la cathédrale Saint-Étienne, c'est sûr que c'est pas un lieu très positif pour les Juifs de Toulouse, puisque c'est là que, par exemple, Baruch est converti de force. Mais là, on peut bien s'imaginer la scène. Euh, pour sa vie de tous les jours, on peut imaginer qu'il va près du tribunal actuel, en fait, à la cour de justice du Vigier qu'il connaît très bien, avec qui il est vraiment copain, hein, si tu veux. Et là, on peut penser que tous les jours, il va de son studio, enfin, ou presque tous les jours, à cette curie, cour de justice, pour se tenir au courant de tout ce qui se dit sur la réputation infamable des autres. Oui. Où étaient ces deux lieux, son domicile dans le Toulouse actuel, où étaient ces deux lieux, son domicile et la cour de justice? Alors, la cour de justice est près du château Narbonnais. Place Donc, du Salin, vers la place du Salin. voilà. Et la place du Salin, en plus, c'est le lieu où sont les dominicains. Le premier couvent des dominicains, il est là. Et là, par contre, on peut le voir. Et Baruch est également un très bon lien avec un dominicain allemand. Parce que, bon, Baruch, on l'appelle l'allemand. Alors, Et c'est son un juif domicile? toulousain d'origine. Alors, son domicile, il faut que je te cherche son adresse précise, parce que j'ai perdu son adresse, mais je le savais bien, c'était son Bon, adresse. on le rajoutera. Il est quelque chose comme, justement, je pense qu'il est un peu défilatier, quelque chose comme ça, mais je ne sais plus exactement où, mais je te le cherche. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir comme ça un plan balisé par la vie quotidienne ou même avec des exceptionnalités d'un bonhomme comme Baruch. Mm. Est-ce que est-ce que tu as d'autres exemples de lieux qui restent aujourd'hui des lieux emblématiques de cette vie juive à Toulouse? Donc tu m'as parlé de la place du Salin, le château Narbonnais. Mm. On a parlé de la rue Jouxegg, d'éventuels emplacements de synagogues. On n'a aucune trace de mikvé, par exemple, à Toulouse. La rue Jouxegg, Non, est-ce que c'est une rue? Est-ce que c'est véritablement la rue où se tenait un mikvé? Où existait un mikvé? on peut pas savoir. Euh, Peut-être un jour on le trouvera. Parce que le problème de la documentation toulousaine, c'est que elle est plus fragmentaire qu'en Catalogne ou en Provence, par exemple, et qu'elle se rapproche, hein, étonnamment, hein, de la documentation du nord de la France, par exemple de Paris. Et donc, on peut fouiller dans les registres notariés, mais seulement à Toulouse, c'est pas comme en Catalogne, on n'a pas des registres notariés du XIIIe siècle. En fait, on a des mentions de juifs, mais au moment des difficultés, c'est-à-dire dans les années du XIVe siècle. Là, on a quelques juifs, mais il y en a quand même moins qu'avant. Euh, et de ce fait, on a du mal à connaître exactement leurs affaires. Mais on a par contre des comptabilités et les enquêtes d'Alphonse de Poitiers. Donc là, on est sous le règne de Louis IX. Hein. Et puis ensuite, sous le règne de Philippe le Bel, en tout début XIVe siècle, et de ses fils qui expulsent, rappellent les Juifs. Là, on a aussi des comptabilités. Mais c'est tellement fragmentaire que on n'a pas la mention du mikvé. On a une mention de synagogue et, et encore, j'ai envie de dire, c'est pas extrêmement précis. On a simplement la mention. On dit c'est l'endroit proche de la synagogue. Donc là, pour placer la synagogue sur un plan, c'est extrêmement difficile. Hein. Même ailleurs où en Catalogne, on a des précisions sur les confronts, par exemple. Hein, on sait que c'est à côté de la maison de machin et de trucs. Et ben, même quand on essaye de le placer, ce qu'on a fait avec le projet Vismine, hein, on a de grosses difficultés à le placer précisément. On est obligé de faire un cercle. Donc, moi, je ne peux pas te donner d'informations extrêmement précises, mais c'est vrai que mon rêve, c'est quand même de travailler sur les cartulaires
et sur cette documentation très fragmentaire, et peu à peu, en la reprenant, parce qu'elle est connue depuis le 19e, hein, je pense que petit à petit, on pourra être plus précis. Et puis, un miracle est toujours possible du point de vue des archives. Et on en a eu. Il y a encore 3 jours qu'on m'a signalé une charte, bon, à Perpignan, hein, j'avais jamais vu une charte comme ça, une charte de mariage. Et rien ne dit que il n'arrive pas des informations nouvelles. Donc, peu à peu, le puzzle peut se remplir. Mais à Toulouse, c'est vraiment peu à peu. Très bien, merci. Bon, même si on n'a pas quand même d'éléments précis, d'adresses précises avec un îlot bâti, on sait quand même donc que les grands lieux, c'était la place du Salin d'aujourd'hui, Mm. la place des Carmes d'aujourd'hui avec la rue des Filatiers, qui est toujours la même depuis le Moyen Âge. Tu parles aussi, est-ce qu'on peut, par exemple, des gens comme Pierre de Bernuy, est-ce qu'ils peuvent comme Baruch, servir aussi de balise avec son hôtel Oui, oui. Alors particulier. plus tard, par contre, oui, plus tard. Oui, plus tard. Oui, à la fin de la période, oui, on peut aller jusque-là. Mais autrement, je pense que c'est plutôt le quartier entre le Capitole, vraiment les rues des Chanvreurs et en effet la place des Carmes et le château Narbonnais. Mais c'est pas, enfin, on dit c'est le quartier juif. Certes, il y a une concentration de juifs, mais il faut bien se souvenir que à Toulouse, comme ailleurs, on a des juifs et des chrétiens qui habitent côte à côte, et on a des juifs de Toulouse qui sont aussi euh, de la Lèze, qui sont aussi d'autres rives dans la vallée de l'Ariège, qui sont aussi de Muret. Donc, il y a plein de juifs ruraux, entre guillemets, enfin, ou des petits bourgs, qui sont un peu bilocalisés, j'ai envie de dire. Ils ont une maison à Toulouse, ils ont une maison dans leur bourg, et dire qu'ils sont toulousains ou au contraire qu'ils sont plutôt de la région de la Garonne, c'est difficile à dire, enfin bon, mais voilà, ils sont des deux. Alors, qu'est-ce qu'on sait on a parlé de gens comme Pierre de Bernuy, c'est Jean de Bernuy ou comme Baruch. Qu'est-ce qu'on sait de la vie des Juifs plus simples, plus modestes dans la ville de Toulouse? Qu'est-ce qu'on sait de leur métier, de leurs travaux, de leurs itinéraires? On Ben, sait. mais à Toulouse, malheureusement, sur les plus modestes, on ne sait pas grand-chose. Et c'est pour ça que la, la connexion entre les petites informations pointillistes sur un tel ou un tel avec ce qu'on sait par ailleurs permet de dire que les Juifs de Toulouse, entre le 12e, on va dire, et le 14e, ou le tout début 15e, ce sont des artisans, des, et ensuite des gens qui travaillent dans le courtage, le petit prêt, euh, et toutes les associations artisanales et marchandes, euh, classiques, j'ai envie de dire, comme les Juifs de Carcassonne, ou ceux de Catalogne, ou ceux d'Aix-en-Provence. Mais, mais, mais on n'a pas d'informations vraiment très détaillées. C'est impossible de faire vraiment de la prosopographie, suivre les familles ou suivre les carrières, enfin la vie des gens à Toulouse. Pour l'instant, c'est relativement impossible. Mais quand on dit Toulouse, si on prenait le Toulousain, en incluant le comté de Foix, on aurait le Carcassès, enfin voilà, la vallée de la Garonne. On avait comme ailleurs, hein, des habitants juifs tellement bien insérés dans la vie locale, économique, euh, qu'on ne les voit pas tant que ça, mais on les avait à peu près dans toutes les bourgades. Et on les avait dans les campagnes. Et les cartulaires de la période de l'an 1000 montrent qu'il y avait aussi, alors avant le 12e, avant le 13e, et au 13e, c'est vrai qu'ils commencent à se rassembler dans les villes, mais avant cette période, on peut en trouver quelques-uns qui sont, alors je ne sais pas si je peux dire paysans, mais en tout cas qui ont des terres qui sont cultivées et,
Bon, je parle pas des vignes que certains juifs de Toulouse peuvent avoir. Euh, Ça, c'est un peu particulier. Et puis, de toute façon, outre le vin cachère, enfin, vin judaïque, comme ils disent dans les sources, tous les bons bourgeois de la ville, hein, c'est-à-dire les gens qui habitent la ville et qui payent des impôts, ont un petit jardin, un petit clos, une petite vigne à l'extérieur. Ça, c'est pas typiquement juif, quoi. Ils sont comme tout le monde. Donc voilà, il y a beaucoup de lacunes. Toulouse, c'est pas l'endroit le plus facile. Il n'y a jamais eu de ghetto, par exemple, à Toulouse, hein. Il y a eu un quartier juif, il y a un quartier juif que tu viens un petit peu de cerner, c'est-à-dire rue des Filatiers, rue des Changes, et ça va pas jusqu'à Saint-Michel. Disons, ceux que du temps de Blumenkrantz ont, ont, ont qualifié de quartier juif, on va dire, c'était entre la rue Croix-Baragnon et la place du Salin, ce qui est la rue de Languedoc, rue du Vieux Raisin, hein, et la rue du Paradis. Mais bon, euh, c'est pas un quartier. Enfin, on parle de Carriera, on parle de rue, mais c'est pas. C'est vrai qu'évidemment, c'est quand même plus commode de se rassembler dans certaines rues, pas loin de la synagogue. Et les élites, de toute façon, ont tendance à habiter pas très loin les unes des autres. Et pas très loin des élites chrétiennes. Attention, ils sont souvent plus proches de leurs collègues sociologiquement, j'ai envie de dire professionnellement, que de l'ensemble des juifs. Il y a quand même un mépris pour les juifs pauvres ou qui viendraient de la montagne ou des choses comme ça. Bon, à Toulouse, je peux pas le dire en détail parce que je ne l'ai pas, mais bon, c'est partout pareil. Donc, on voit bien qu'il y a il y a une endogamie religieuse, certes, il y a une proximité religieuse évidente, mais il y a aussi des relations sociales qui sont primordiales. Donc, tu peux pas dire qu'il y a Bon, de toute façon, le ghetto avant le XVIe siècle, dans le sens strict, ça n'existe pas. En fait, le monde médiéval, et ça a été bien prouvé à Paris, hein, bon, j'avais un peu parlé dans Aviv parce que ils ont tellement fait d'avancées archéologiques que c'était sympa de parler de Paris aussi. Mais finalement, Toulouse, c'est un peu comme Paris. Si on faisait le même travail archéologique, et peut-être un jour on pourra, eh bien, on trouverait sans doute des choses semblables. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des lieux où s'édifie une sorte de centre culturel. Tu vois, le centre Rachier actuel, c'est un peu la même chose, à part que c'était pas un gros immeuble, mais que c'était une cour intérieure autour de laquelle tu pouvais avoir éventuellement un four. Alors, pourquoi pas le Miglé, mais pourquoi obligatoirement le Miglé? C'est tellement difficile de trouver un bon endroit que voilà, c'est plus la topographie, l'hydrographie qui te donne la place du Miglé que la possibilité de le mettre à côté de la synagogue. Donc ça, on ne sait pas. Mais tu pourras trouver donc une salle de réunion pour le conseil, alors qu'il peut être de la synagogue aussi. Faut pas. Et tu pourras trouver une salle de danse. Enfin, voilà, c'est la salle polyvalente. Et ça donne une cour avec une forme, comment on dit ça? C'est pas carré, un polygone. Polymorphique. Ouais, voilà. Et donc, ce polygone, tu peux le repérer dans le parcellaire. On l'a pas repéré à Toulouse, mais je pense que ça serait une bonne solution dans les parcellaires anciens. Et ensuite, tu as les rues. Finalement, à Toulouse, dans ce quartier, elles ont changé. Il y a eu des travaux quand même. Les grands personnages haussmanniens, ils ont quand même un peu éraflé, j'ai envie de dire, le quartier. Mais quand même, on peut arriver à voir un petit peu un parcellaire avec des maisons comme les hôtels toulousains qu'on connaît, mais pas nécessairement un quartier juif dans le sens... ce que comprennent les gens aujourd'hui, c'est souvent un rassemblement obligatoire et violent. Et ça, c'est absolument faux. Et spécialement pour Toulouse, où finalement, quand même, la présence juive s'arrête relativement tôt,
comme dans toute la France, hein, le royaume de France, il n'y a pas cet effet de rassemblement sous l'effet de la peur. En fait, ils ont arrêté leur grande présence, pas brutalement, ça a quand même pris un siècle, mais sans passer par la case CAI, comme on peut avoir en Catalogne, où à cause de la démographie, à cause des difficultés, ben, peu à peu, les gens se sont rassemblés à Barcelone, à Valence, à Perpignan. À Toulouse, on n'a pas cet effet. À Toulouse, ça s'est fait en douceur. Je ne dirais pas en douceur, mais ça s'est fait avec tellement d'expulsions et de retours, comme à Paris, parce que c'est le royaume de France. Depuis la guerre contre les Albigeois et la chute du comte de Toulouse, c'est le royaume de France quand même. Et donc, ça s'est fait de départ, rappel, et ça, par contre, on le voit, parce que on en voit arriver en Cerdagne, et puis ensuite dans la vallée, vers Ripoll, etc. On en voit arriver en Catalogne, on en voit arriver à Carcassonne, puis à Perpignan. On en voit arriver en Navarre. On voit que voilà, ils sont un peu embêtés par l'Inquisition parce que parfois ils ont été convertis de force. On sait bien, on est dans les années 1340, 50, 60. Et leur idée, c'est bon, je me suis converti, mais c'est de la blague. Si on demande même au pape, il dira que c'est pas une bonne conversion. Donc je m'en vais quelque temps, je laisse tasser, je reviens. Ils restent sur les frontières parce qu'ils espèrent récupérer de l'argent, des créances, leur bien, enfin, et même revenir dans leur maison. Et donc, ça se fait, je dis pas que ça se fait en douceur, mais ça se fait par usure. Est-ce que tu peux nous rappeler les grandes dates? Les Juifs sont à Toulouse, comme dans le reste du Royaume de France, depuis tout le temps? Oui. Depuis quelle date? Oui, au moins depuis la période carolingienne. 700. Je peux pas te donner une date, justement, on n'a pas des choses précises. Mais au 11e, 12e, ça, c'est sûr, on en a. Alors, la mine, on en a. Mais avant, on a des Expulsion vues en dans la région. 1300, expulsion Expulsion en 1306. en 1306, tout début du Ça, 14e. par contre, ça, c'est une grande date. Et celle-là, on peut être précis. Parce que là, on a des commissaires qui viennent. On a même les grands personnages du règne de Philippe le Bel, hein, Nogaret, par exemple. Ils viennent et qui inventorient les maisons et qui font vendre. Alors là, on a un grand épisode de saisie des biens, de vente et de beau. Alors, je dirais pas le mot spoliation parce que ça fait trop penser à la Seconde Guerre mondiale, mais le coup des petits copains, des voisins qui se jettent sur les biens et qui d'ailleurs ont eu des procès ensuite parce que parfois ils n'ont pas acheté dans les règles. Voilà, ça arrive. Ça, on a des dossiers. Là-dessus, on a des dossiers. Et ensuite, en fait, jusqu'en 1360, entre 1320, parce que on allait mettre des pastoureaux, 1320, ensuite, alors ça fait mal aussi parce que ça, c'est même si le roi protège les Juifs, le sénéchal protège les Juifs, le viguier protège les Juifs, la manière de procéder, de protéger, elle est quand même, et de procéder aussi d'ailleurs, elle est quand même d'une grande prudence. C'est-à-dire qu'ils restent dans le château d'Arbonnay, pas parce qu'ils en veulent aux Juifs, mais parce que quand il y a une foule de petits gamins qui déboulent de la campagne et qui est très excitée, c'est la tactique, quand il y a des émeutes, tu les laisses se fatiguer un peu, donc ils massacrent un peu, ils convertissent de force, et puis ensuite, voilà, tu les attrapes, tu en prends 2 ou 3, tu remets de l'ordre dans la ville, tu fais une procédure d'enquête, tu fais un grand procès, etc. Mais ils sont déjà partis ailleurs. Ils sont même arrivés jusqu'en Catalogne. Ça, c'est contre les émeutes populaires, et ça, c'est des dates importantes, et ça, c'est quand même les coups de boutoir contre les Juifs de Toulouse. Ensuite, ça se calme à nouveau, mais c'est expulsion, retour, jusqu'aux années 1360 où ça s'est quand même étiolé. Les Juifs du Toulousain et de Toulouse reviennent parce qu'ils se sont installés dans les royaumes ou comtés de la frontière, par exemple, il y en a à Perpignan. Ils reviennent tant qu'ils peuvent. Et puis ensuite, 1394, c'est la grande expulsion. Je sais pas très bien si à Toulouse, il restait beaucoup de gens à expulser. Mais peut-être que oui.
On ne sait pas. La colafisation, ça s'est passé de camp à camp sur le soufflet aux Juifs. On a surtout des traces à l'époque de l'époque carolingienne au XIIe siècle. L'époque du XIIIe, XIVe, l'époque du XIIIe est assez heureuse, je dirais, parce que économiquement, c'est extraordinaire. C'est vraiment une grande croissance. La fin du XIIIe siècle, c'est une crise qui commence, une crise sociale, parce que l'Occident est arrivé au sommet du développement, si tu veux. Et donc, avec le système économique de l'époque, ils ne peuvent plus gagner en croissance. Et donc, il commence à y avoir des tensions sociales, même d'ailleurs avant qu'il y ait une vraie crise démographique au début du XIVe siècle et une vraie crise économique. Il n'y a pas tellement de famine, même s'il y en a, des disettes, on va dire. Mais voilà, il y a un début de crise sociale. Et ça, c'est Philippe Wolff qui avait déjà réfléchi à la question. C'est à cause comme toujours, je veux dire, ça fait tellement écho à l'actualité, c'est à cause des tensions et des tensions religieuses. Donc, c'est plutôt ça qu'on voit au XIIIe et XIVe siècle. Et alors, au XIVe siècle, à Toulouse en tout cas, et dans le Royaume de France, on a le pouvoir royal qui joue un peu le jeu de je taxe les juifs, je les expulse, ils reviennent, ils payent une amende, ils repartent, ils reviennent. Donc là, c'est une exploitation fiscale qui est une telle surexploitation que ça érode les groupes et ça cause avec la crise démographique. Il faut penser qu'il y a quand même la Grande Peste en 1348. Ça cause dans un groupe qui est petit et qui est endogame, évidemment, une décadence du groupe, logique. Et ensuite, on entend surtout parler des expulsions et de ces ventes forcées et plus d'autres rituels parce que au XIIe et de l'époque carolingienne, on est plutôt dans la marque rituelle. Les Juifs sont des habitants comme les autres, mais il faut rituellement montrer que quand même, ils sont infidèles. Et bon, ça serait bien, on les laisse parce qu'ils sont témoins de l'époque du Christ. Donc c'est des vestiges, on les respecte. Bon. Mais ensuite, je dirais que c'est plutôt social que religieux, et il y a plus ce côté rituel. Je comprends. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Dernière question. Donc, on considère que il y a toujours eu à Toulouse une place pour les Juifs, à l'exception du cas du 14e, de façon discontinue. Finalement, depuis les Carolingiens jusqu'à nos jours, les Juifs ont toujours vécu à Toulouse, société, enfin tissés dans la société sociologiquement proche, coexistant, intégrés et sans plus de violence depuis le XIVe siècle, ni d'expulsion. Moi, je dirais alors, sur la longue durée, c'est un peu faux de dire ça, mais il y a deux choses à dire. Moi, je reprendrai le titre de Bresque pour les Juifs de Sicile qui disent qui dit arabe de langue, juif de religion. Moi, je dirais ils sont toulousains comme les autres, ou du comté toulousain comme les autres, et ils sont attachés, ça c'est sûr. Mais juifs. Bon. Alors, est-ce qu'on peut dire juifs de religion? Oui, quelque part, c'est un peu ça. Donc, dans la société, ils sont dans la société, ils sont aussi juifs. Alors, évidemment, ça induit quand même quelque chose vraiment de plus. Par contre, dire que ça fonctionne sur la longue durée, oui et non. Parce qu'entre 1394 et la Révolution française, fin du règne Louis XV, on va dire les années 1780, si on ne veut pas dire 1789, théoriquement, il n'y a pas de juifs. Alors, en fait, on en a quelques-uns.
Mais autant à Saint-Esprit de Bayonne ou dans la région jusqu'à Bordeaux, euh, les intendants savent bien qu'il y a des juifs et puis voilà, ils mènent même leur vie juive normalement, enfin, on s'en fout. Anne Nozick me disait encore l'autre jour que les gens de Bayonne, ils trouvaient quand même que ils y allaient fort parce que à Shabbat, tu voyais de l'autre côté du fleuve les belles maisons qui étaient neuves, ces belles maisons sur la place de Saint-Esprit, où il y avait plein de lumière partout, tu vois. Ou à Hanouka, je ne sais pas, parce que bon, mais à Shabbat, à tous les coups, ils trouvaient quand même que c'était un peu fort pour tous ces chrétiens là, qui allument des bougies. Et mais par contre, à Toulouse, on n'a pas ça. On a des marchands qu'on voit passer. Alors, il n'y a pas quand même d'habitants. C'est pas un lieu où les Juifs sont revenus. Mais de toute façon, les Juifs qui reviennent, c'est pas ceux qui étaient au 14e. Et attention, quand je dis ils reviennent pendant le 14e. Ensuite, ceux qui reviennent au 17e, bah, c'est des Portugais, en fait. C'était pour? Entre guillemets. Des Portugais. Ah oui, c'était des Portugais, des Portugais. Ce qu'on Des appelle les Marans, Portugais. oui, D'ailleurs, Portugais, bah, ça veut dire juif. absolument. Et donc, entre le 14e et la fin du 18e, 1780, qu'est-ce qui se passe alors à Toulouse? Calme plat? Ben, rien. C'est rien. Il y a pas officiellement de juifs. Il en passe, il y en a. Finalement, ça fait pas de bruit, ça fait pas de vagues. C'est comme à Rouen, c'est comme Montpellier. Un peu moins qu'à Montpellier, parce qu'à Montpellier, au 16e, quand Plater passe, on voit bien qu'il y a plein d'anciens juifs, en tout cas. Hmm. Mais on entend parler de rien. Donc, on peut pas dire qu'il y a des juifs qui sont insérés et que c'est sur la longue durée. Il reste la mémoire, parce que même au 16e, la grande histoire de Toulouse de Catel signale les lieux juifs, dont la mémoire reste quand même. Hein. Et puis, ouais, je répète, il y a des juifs qui passent et voilà. Il y en a pas loin, il y en a dans le Gers. Mais voilà, Toulouse fait partie des lieux du Royaume de France où les expulsions ont vraiment donné les résultats. Et ensuite, il en revient ben, à l'époque, après la Révolution française. Mais en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a une communauté des Juifs de Toulouse, comme tu dirais qu'il y a une communauté des Juifs de France, ou d'ailleurs tu peux le dire nulle part, hein, dans la diaspora, et même en Israël, je dirais, il n'y a pas une communauté. Il y a des migrations successives avec des moments où il y a un groupe, alors qui vient d'Angleterre, ou qui vient d'Al-Andalus, ou qui vient, au 17e, c'est les Portugais. Euh, donc, ce sont des groupes quand même différents. Mais au fond, la présence juive à Toulouse, si on fait écho à notre colloque qui était quand même un peu propagande dans la continuité, on va dire, dans l'affirmation de la continuité, on peut dire quand même que la présence juive à Toulouse est, sinon éternelle, du moins ancienne. Et la communauté actuelle peut se trouver des racines, si tu veux. Je pense que mémoriellement, c'est important. Et le Moyen-Âge, c'est d'autant plus important qu'au fond, sans nier les difficultés, hein, j'en parle moins que le reste, parce que tout le monde ne parle pas. Et sans nier les difficultés, on a une vie. Alors moi, je reviens même sur les mots identité, intégration, assimilation. On réfléchissait à mes étudiants. C'est même pas logique, Hmm. c'est tout, quoi. Tu vois? Et ça, il faudrait arriver à le faire passer. C'est important. D'accord.